1985. Cimetière d'Ambu das Artes au Brésil. Le bruit des pelles qui frappent la terre rouge rompt le silence. Une équipe forense s'active autour d'une tombe anonyme. Sur la pierre, un nom, Wolfgang Gerhardt. Mais les autorités soupçonnent une mise en scène. Ces os pourraient appartenir à Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz. Pendant 40 ans, le monde a traqué ce médecin, un homme qui a transformé la science en un instrument de torture pure. Les survivants des camps s'en souviennent encore. Ils évoquent alors ses yeux froids lors des sélections sur la rampe. Il sifflotait des airs de musique classique en envoyant des milliers de personnes vers les chambres à gaz. Sa spécialité, des expériences macabres sur les jumeaux, une obsession maladive pour la génétique. Comment le criminel le plus recherché de la planète a-t-il pu vivre caché au Brésil pendant des décennies? Qui a fourni l'argent et les faux papiers? Pourquoi la traque internationale a-t-elle échoué si longtemps? Le mystère reste entier jusqu'à l'ouverture du cercueil. On voit les techniciens soulever le couvercle de bois pourri. À l'intérieur, des restes humains dégradés par le temps. Le crâne est placé sous une lumière crue. Les mesures commencent. Chaque millimètre compte pour identifier le monstre. À première vue, une simple tombe d'immigrés. Mais en réalité, le dernier refuge d'un bourreau nazi. L'erreur d'identification était interdite. Les experts examinent la dentition et la structure osseuse. Ils cherchent des preuves irréfutables. La tension est palpable dans le laboratoire. Le monde entier attend les résultats des analyses. Le médecin de la mort. Auschwitz, 1943 à 1945. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les archives montrent les listes de noms cochés de sa main. Aucune émotion. Uniquement de la précision chirurgicale au service du crime. Les événements se sont accélérés après la découverte de documents secrets en Allemagne de l'Ouest. Une piste menait directement vers cette petite ville brésilienne. La police a suivi les traces de fonds suspects. Ils ont trouvé une maison isolée. Puis, ils ont trouvé cette tombe. La vérité sur la fin de Joseph Mengele allait enfin éclater. Mai de 1943. Pologne occupée. Les portes d'Auschwitz-Birkenau s'ouvrent dans un fracas métallique. Un train vient de s'immobiliser après des jours de trajet. À l'intérieur, des centaines de Juifs hongrois. Ils sont épuisés, désorientés, poussés hors des wagons par les cris des gardes. La brume recouvre la rampe de sélection. Au milieu du chaos, un homme attend. Il porte un uniforme impeccable, des bottes polies et des gants blancs. Sa posture est droite, presque cérémoniale. Le docteur Joseph Mengele vient de prendre ses fonctions. Les registres administratifs de la SS sont formels. Il arrive officiellement le 30 mai 1943. Pourquoi Mengele est-il là? À première vue, un médecin militaire ordinaire, mais en réalité, l'architecte d'un cauchemar scientifique. Mengele n'est pas un simple exécutant. Diplômé de l'université de Munich, il détient un doctorat en anthropologie physique et en médecine. Il représente l'élite académique du Troisième Reich. Sur la rampe, il se comporte comme un acteur sur une scène de théâtre. Les témoins de Nuremberg décrivent de ses mouvements. Un geste du bras, un mouvement du pouce. À droite, le travail forcé. À gauche, la mort immédiate dans les chambres à gaz. Il siffle parfois des airs d'opéra pendant qu'il décide de la vie ou de la mort. Mais la sélection n'est que la surface de son activité. Le véritable objectif de Mengele se trouve dans les dossiers médicaux saisis après la guerre. Son obsession porte un nom, les jumeaux. La caméra enregistre les témoignages des survivants. Eva Moses Kor arrive au camp à l'âge de 10 ans avec sa sœur Myriam. Elle raconte, Mengele les examine comme des cobayes de laboratoire. Il leur dit qu'il est désormais leur père. Pour lui, ces enfants ne sont pas des êtres humains. Ce sont des instruments de mesure, des outils pour prouver les théories raciales nazies. Les documents du camp indiquent qu'il a utilisé environ 1500 paires de jumeaux pour ses recherches. Moins de 200 ont survécu. Les faits sont brutaux. Mengele injecte des produits chimiques dans les yeux des enfants pour tenter d'en changer la couleur. Il pratique des amputations inutiles. Il réalise des transfusions de sang entre jumeaux aux groupes incompatibles. Il inocule délibérément le typhus ou la tuberculose pour observer la progression de la maladie. Chaque procédure est effectuée sans aucune anesthésie. Le bruit des scalpels sur la chair est le seul son dans la salle d'examen. Le docteur Miklos Nizli, un médecin juif contraint de l'assister, a consigné les détails en 1946. On voit dans ses notes, Mengele dissèque des jumeaux vivants. Il veut comparer les organes internes côte à côte, en temps réel. Il conserve ensuite les corps dans le formol. Tout est catalogué avec une précision chirurgicale. Ce qui frappe Nizli, ce n'est pas seulement la violence, c'est le calme absolu du bourreau.
Mengele ne s'énerve jamais. Il travaille avec la froideur d'un comptable. Mais le système commence à craquer. L'armée rouge approche. Comment un homme de science a-t-il pu transformer la médecine en outil d'extermination? L'erreur était interdite, pourtant le régime s'effondre. La situation s'accélère. Mengele ne compte pas finir devant un tribunal. Il rassemble ses notes, prépare ses bagages et disparaît dans la confusion de la fin de la guerre. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le médecin de la mort entame alors une cavale qui le mènera de l'Europe jusqu'en Amérique du Sud. La traque commençait. Janvier 1945. Auschwitz-Birkenau. Le bruit lourd de l'artillerie soviétique résonne de plus en plus fort. Joseph Mengele comprend que le régime s'effondre. Il doit agir vite. Il commence à détruire les preuves de ses crimes. Les rapports médicaux sont jetés au feu. Les documents personnels disparaissent dans les flammes. Le 17 janvier 1945, 2 jours seulement avant l'arrivée de l'armée rouge, Mengele prend la fuite vers l'ouest. Pourquoi un criminel de cette envergure a-t-il pu s'échapper? La réponse est simple. Le chaos des derniers jours du Reich a servi de couverture. Les registres militaires montrent que Mengele change d'identité. Il se fond dans la masse. Il porte l'uniforme d'un simple soldat de la Wehrmacht. Les Américains le capturent et l'enferment dans un camp de prisonniers pendant plusieurs semaines. Mais une erreur administrative monumentale va le sauver. À cet instant, les forces alliées n'ont pas encore terminé la liste des criminels de guerre les plus recherchés. Un détail physique joue aussi en sa faveur. Mengele n'a pas la célèbre tatouage du groupe sanguin sous l'aisselle, la marque distinctive des membres de la SS. Libéré en 1945, il s'installe en Bavière. Il devient ouvrier agricole. Il travaille la terre pendant 4 ans. Les documents de l'archive fédérale allemande révèlent un fait incroyable. Il vit sous son propre nom. C'est un mélange de pure arrogance et de désorganisation totale de la part des enquêteurs. En 1949, le vent tourne. Les procès de Nuremberg dévoilent au monde entier l'horreur des expériences médicales nazies. Le nom de Mengele commence à circuler. Il comprend que l'Europe est devenue un piège. Une organisation clandestine entre en scène, Odessa. Son but est d'exfiltrer les anciens membres de la SS. Ils utilisent les lignes de rats, des routes de secours vers l'Amérique du Sud. À l'image, un passeport de la Croix-Rouge internationale. Les archives du renseignement britannique confirment que Mengele obtient ce document sous le nom d'emprunt de Helmut Gregor. En 1949, il monte à bord d'un navire à Gênes, en Italie. Destination, l'Argentine. Buenos Aires accueille le médecin d'Auschwitz à bras ouverts. Le régime de Juan Perón est alors un refuge doré pour des milliers de fugitifs allemands. Pendant 10 ans, Mengele mène une vie normale. Après 1956, il reprend même son véritable nom de famille. Il travaille pour des entreprises pharmaceutiques dirigées par d'autres immigrés allemands. Il s'assoit aux terrasses des cafés, il discute avec d'autres nazis exilés. Il écrit régulièrement à sa famille restée en Allemagne. Les documents de son dossier d'extradition montrent qu'il ne se cache presque plus. À première vue, un citoyen respectable. Mais en réalité, le bourreau d'Auschwitz en totale liberté. Mais en mai 1960, tout bascule. Le Mossad, le service secret israélien, mène une opération éclair à Buenos Aires. Il capture Adolf Eichmann en pleine rue. L'onde de choc est immédiate. Tous les nazis réfugiés en Argentine réalisent qu'ils sont des cibles. Personne n'est plus en sécurité. L'étau se resserre. Comment Mengele va-t-il réagir à l'arrestation d'Eichmann? Vers quel territoire peut-il encore fuir? L'Argentine n'est plus un sanctuaire. Son regard se tourne vers une nouvelle frontière. Le Brésil devient sa destination finale. Son dernier refuge. 20 ans de silence absolu. Frontière entre l'Argentine et le Paraguay. Joseph Mengele traverse le fleuve Paraná sur une barque de fortune. Il ne porte qu'une seule valise à la main. Les registres d'immigration paraguayens sont formels. Les enquêteurs ont retrouvé sa trace sous l'identité de Jos Mengele. Un changement de nom ridicule, une preuve de la négligence totale des autorités locales de l'époque. Pourquoi s'est-il caché ici? Le Paraguay semblait sûr, mais en réalité, ce n'était qu'une étape. Au Paraguay, Mengele tente de devenir fermier. Il achète des terres. Mais la paranoïa le ronge jour après jour. Les documents judiciaires brésiliens prouvent qu'il cherche déjà une issue de secours. Sa destination finale, le Brésil. Nous sommes en 1961. Mengele s'installe dans l'arrière-pays de Sao Paulo. Il active ses contacts au sein de la communauté allemande. 2 familles le prennent en charge, les Stammer puis les Bosser. Son protecteur principal s'appelle Wolfgang Gerhard, un Autrichien radicalisé et sympathisant nazi installé au Brésil.
Les archives de la police fédérale, déclassifiées après 1985, sont précises. Mengele a vécu près de 2 décennies caché dans des fermes isolées. Il a volé l'identité de Gerhard. Le véritable Wolfgang était rentré en Autriche et avait laissé ses papiers aux fugitifs. À l'image, des fermes délabrées et des chemins de terre battus. Mengele vit comme un ermite, une simplicité extrême. C'est le témoignage de Wolfram Bosser à la police en 1985. Les Bosser le logent dès 1971, mais l'homme est instable. Son tempérament est explosif. Il subit des crises de rage incontrôlables. Il scrute les fenêtres et vérifie chaque bruit. La peur d'être découvert devient une obsession maladive. La police brésilienne a saisi ses correspondances privées. Elles révèlent une amertume profonde. En 1977, il écrit à son fils Rolf. Il affirme avoir vécu plus de la moitié de sa vie comme un homme traqué. Mais il précise, aucun remords. Pour lui, ses crimes à Auschwitz n'étaient que de la science et un devoir envers son pays. Rolf Mengele lui rend visite secrètement au Brésil cette année-là. Son témoignage est accablant. Il a cherché un signe de culpabilité. Il n'a trouvé qu'un homme convaincu de sa propre rectitude. La dissonance cognitive est totale. L'assassin est persuadé d'être une victime de l'histoire. À première vue, un vieillard inoffensif. Mais en réalité, le criminel le plus recherché de la planète. Pendant ce temps, la chasse s'intensifie à l'échelle mondiale. Simon Wiesenthal accumule les dossiers. Des milliers de pages sur le parcours de Mengele. Des signalements arrivent de partout, Chili, Bolivie, Paraguay. Mais tout est faux. Le nazi est à moins de 100 km de Sao Paulo, dans la petite ville d'Embu das Artes. La question reste entière. Pourquoi le Brésil n'a-t-il jamais réussi à le localiser malgré la coopération internationale? Qui protégeait réellement ses déplacements? Le réseau était plus vaste que de simples familles d'accueil. L'erreur était désormais interdite pour Mengele. La pression montait, les chasseurs de nazis resserraient le cercle, le destin de l'ange de la mort arrivait à son terme. Ainsi commence la chute finale. Septembre-février 1979. Plage de Bertioga, littoral de Sao Paulo. Un soleil de plomb écrase le sable. Joseph Mengele a 67 ans. Il accompagne la famille Bosser pour une après-midi de détente. Le dossier de l'enquête policière de 1985 détaille chaque minute de cette journée. Les témoignages sont précis. Selon Wolfram et Liselotte Bosser, Mengele avance seul vers l'eau. Il entre dans l'océan. C'est un bon nageur. Mais ce jour-là, le courant est violent. Les vagues frappent fort. À 16h30, tout bascule. Mengele subit une attaque cérébrale foudroyante en pleine baignade. À l'image, une mer agitée et un corps qui dérive. Les Bosser se précipitent, ils luttent à tout contre les vagues et ramènent un corps inerte sur le sable chaud. Mengele est inconscient, ses poumons sont pleins d'eau, aucun signe vital, le cœur ne bat plus. Mais c'est ici que l'affaire devient trouble. Les Bosser ne contactent pas les secours. Pas tout de suite, pourquoi ont-ils attendu? Ils craignaient la vérité. Ils ont laissé passer des minutes cruciales pour protéger l'identité du fugitif. Finalement, le constat tombe. L'acte de décès original indique Wolfgang Gerhard, autrichien, 67 ans, mort par noyade. Le 10 février 1979, le corps est enterré au cimetière d'Embu das Artes. Une tombe anonyme, une pierre simple. À première vue, un accident banal. Mais en réalité, le criminel de guerre le plus recherché au monde vient de disparaître. Pendant 6 ans, le silence est absolu. Le monde traque un fantôme alors que Mengele pourrit sous la terre brésilienne. Les Bosser gardent le secret. Plus tard, ils expliqueront avoir eu peur des représailles. Ils ne voulaient pas finir en prison pour avoir hébergé un monstre. La situation a empiré en 1985. La pression internationale explose. Les États-Unis et le Mossad harcèlent les autorités brésiliennes. Ils veulent des têtes. Le délégué Romeu Tuma, chef de la police fédérale, lance l'offensive. Les perquisitions s'enchaînent chez les Stammer et les Bosser. Le 31 mai 1985, le mur du silence s'effondre. Les Bosser avouent tout. Wolfgang Gerhard n'existe pas. L'homme dans la tombe, c'est Joseph Mengele. Il est sa mort depuis 6 ans. Sur la vidéo, on voit les pelles creuser le sol sec du cimetière. Une question restait en suspens. Comment confirmer l'identité de ces restes? Les experts font face à un tas d'eau. S'agissait-il d'une mise en scène élaborée pour stopper la traque? La science devait maintenant parler. L'histoire s'est arrêtée là, devant une fosse ouverte. 6 juin 1985. Cimetière d'Embu das Artes, Brésil.
Sous les projecteurs et les caméras du monde entier, l'histoire bascule. Une équipe médico-légale internationale entame l'exhumation de la tombe de Wolfgang Gerhardt. Le médecin légiste en chef de l'Institut médico-légal de São Paulo dirige les opérations. À ses côtés, des experts des États-Unis, d'Allemagne de l'Occidental et d'Israël. Les dossiers photographiques officiels enregistrent chaque geste. Les pelles frappent le sol. La terre est retirée. Un cercueil en bois détérioré apparaît. Le couvercle est soulevé avec précaution. À l'intérieur repose un squelette complet. Le légiste note dans son rapport officiel « La préservation osseuse est bonne malgré l'humidité tropicale. L'équipe travaille avec méthode. Chaque os est catalogué. Chaque détail anatomique est numéroté. » Les premières analyses anthropologiques commencent directement sur place au milieu du cimetière. Le docteur Daniel Munoz, anthropologue judiciaire, prend les mesures. Il mesure le crâne, les fémurs et le bassin. Il s'adresse ensuite à la presse. Le verdict tombe. Homme de type caucasien, environ 1,74 m, âgé de 60 à 70 ans. À première vue, un corps anonyme. Mais en réalité, les restes de l'homme le plus recherché de la planète. Mais ces mesures ne suffisent pas. Les ossements sont placés dans des conteneurs et transportés vers l'Institut médico-légal de São Paulo. Les analyses approfondies débutent. Une équipe internationale examine chaque indice. La situation s'accélère. Les experts passent aux caractéristiques dentaires. Ils comparent les dossiers odontologiques de Joseph Mengele, ramené d'Allemagne, avec la mâchoire du squelette. Le docteur Lowell Levine, odontologue légiste américain, observe les clichés. Il identifie 17 points de correspondance exacte. Son rapport officiel est catégorique. La probabilité statistique qu'il s'agisse d'une autre personne est quasi nulle. Mais il reste un détail crucial. Les archives médicales nazies mentionnent un accident spécifique. En 1945, Mengele a chuté à moto. Le choc a brisé son os zygomatique, la pommette du visage. Sur la table d'autopsie, les experts examinent le crâne. Ils cherchent la trace de la fracture. L'erreur est interdite. Ainsi a commencé l'identification finale du monstre d'Auschwitz. 1985. Le sol d'un petit cimetière brésilien est ouvert. Les experts extraient un crâne. L'os présente une lésion précise, une cicatrice osseuse parfaitement guérie. C'est le premier indice. Une asymétrie au niveau du bassin attire l'attention des légistes. Cette malformation correspond à une pathologie congénitale spécifique, le hanche de Mengele. Un détail documenté dans son dossier médical militaire depuis sa jeunesse. Mais la science va aller plus loin. 1992, la technologie ADN change la donne. Les os parlent enfin. Les experts prélèvent des échantillons génétiques sur les restes. Ils les comparent à l'ADN de Rolf Mengele, le fils du médecin nazi. Le verdict tombe dans la revue Forensic Science International. La compatibilité s'est confirmée avec une certitude de 94%. À l'image, le docteur Clyde Snow, anthropologue de renommée mondiale. Il prend la parole face au micro. Sa déclaration est sans appel. Sur la base des preuves dentaires, anthropologiques, pathologiques et génétiques, les restes appartiennent à Joseph Mengele. C'est une certitude scientifique absolue. Pourquoi le doute a-t-il persisté malgré ces preuves? À première vue, un dossier clos. Mais en réalité, un nid à théorie conspirationniste. Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, refuse d'y croire. Pour lui, Mengele a été trop rusé pendant 40 ans pour se laisser attraper ainsi. Il soupçonne une mise en scène macabre. Les survivants de l'Holocauste, eux, ressentent une frustration violente. Eva Moseskor s'exprime devant la presse. Sa voix tremble de colère froide. Il voulait un procès. Il voulait le regarder dans les yeux. Sa mort accidentelle est une défaite pour la justice. Il a échappé au châtiment. 3 zones d'ombre alimentent alors la polémique. D'abord, le timing. Pourquoi la famille Bossé a-t-elle attendu 6 ans pour parler? Les enquêteurs pensent qu'il craignait des poursuites pénales pour complicité. Ensuite, les circonstances de la mort. Suicide? Assassinat? Les rumeurs circulent. Pourtant, le légiste Moacir da Silva est formel. Aucune trace de traumatisme violent, aucune toxine dans les tissus. Le constat est sec. Accident vasculaire cérébral pendant une baignade. La noyade a fait le reste. Enfin, la protection brésilienne. Des documents déclassifiés en 2013 révèlent l'impensable. Les services de sécurité savaient. Dès 1963, des rapports signalent la présence de Mengele sur le territoire. Le régime militaire en place entre 1964 et 1985 a fermé les yeux. Mais ce n'était que le début du malaise.
Les os de Mengele finissent dans une étagère de l'Institut médico-légal de São Paulo. Pendant des décennies, ils servent de matériel pédagogique. Des étudiants manipulent sur le fémur du criminel pour apprendre l'anatomie. Un usage qui finit par provoquer un scandale éthique. En 2016, la décision est prise. La dépouille est incinérée. Les cendres sont dispersées dans un lieu secret. L'objectif ? Empêcher que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les néo-nazis. Le dossier Mengele laisse une question brûlante. Comment un médecin brillant, formé dans les meilleures universités allemandes, est-il devenu un monstre ? Ces archives d'étudiants décrivent un homme discipliné, passionné par la génétique. Mais l'idéologie raciale a tout corrompu. Sans frein éthique, sa curiosité intellectuelle s'est transformée en moteur de torture. C'est la naissance du mal scientifique. Il n'obéissait pas seulement aux ordres. Il croyait fermement à l'eugénisme du Troisième Reich. Il n'était pas seul. Pour survivre, il a bénéficié de réseaux complexes, des anciens camarades de guerre, des sympathisants idéologiques, des complices motivés par l'argent ou la peur. Le système judiciaire international a échoué lamentablement à briser ce cercle. Pour les victimes, c'est une blessure qui ne fermera jamais. Eva Moses Kor le dit avec douleur. Il leur a volé leur enfance, puis il leur a volé leur procès. Le Brésil reste marqué comme le dernier refuge de l'ange de la mort. Ce n'est qu'en 2009 que le pays a durci ses lois contre les criminels contre l'humanité pour éviter qu'une telle impunité ne se reproduise. 67 ans. C'est l'âge auquel Mengele est mort, sur une plage ensoleillée, entouré de protecteurs. Il n'a jamais entendu le témoignage des jumeaux qu'il a disséqués vivants. Il n'a jamais vu les visages des femmes qu'il a stérilisées. Il a eu droit à une mort paisible, contrairement aux milliers de personnes qu'il a envoyées dans les chambres à gaz. Chaque année de sa fuite fut une victoire du crime sur la loi. La science a prouvé que les os étaient les siens. Mais l'histoire retiendra surtout comment le monde a laissé un tel homme s'échapper. L'impunité n'est pas seulement une injustice, c'est un signal dangereux envoyé à l'humanité. Ainsi s'est achevée l'une des traques les plus frustrantes du siècle dernier.